L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence Monsieur Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à son Excellence Monsieur Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, et de l'inviter à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le secrétaire général, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, dirigeants du monde, Mesdames et Messieurs les représentants, bienvenue à New York. C'est un insigne honneur pour moi que d'être ici devant vous, dans ma ville d'origine, en tant que représentant du peuple américain, pour m'adresser au peuple du monde, alors que des millions de nos citoyens continuent de souffrir des conséquences de l'ouragan dévastateur qui a frappé notre pays. Je voudrais, pour commencer, adresser toute ma reconnaissance à tous les dirigeants ici présents qui ont proposé leur concours et leur assistante. Le peuple américain est solide et sortira de cette épreuve plus déterminé que jamais. Heureusement, les États-Unis se sont fort bien débrouillés depuis les élections présidentielles. Le marché, la bourse sont au plus haut niveau. Le taux de chômage est au plus bas par rapport aux 7 dernières années. Plus de gens en emploi que par le passé. Les entreprises reviennent chez nous et créent des emplois. L'essor du marché de l'emploi est inédit et par ailleurs, nous allons dépenser près de 700 milliards pour la défense et pour le secteur de l'armement. Notre armée est plus forte que jamais. Depuis plus de 70 ans, par les temps de guerre et de paix, les dirigeants du monde sont venus devant cette Assemblée. Et tout comme eux, j'ai l'intention d'aborder aujourd'hui certaines des menaces les plus graves qui pèsent sur le monde, mais je voudrais également parler du potentiel que nous pouvons exploiter. Nous vivons à une époque où les perspectives d'avenir sont considérables. Les percées dans le domaine de la science et de la médecine permettent de guérir des maladies et de régler des problèmes que les générations passées ne pensaient pas pouvoir résoudre. Chaque jour, toutefois, est marqué par l'apparition de nouveaux dangers qui compromettent tout ce que nous considérons pour acquis. Les terroristes, les extrémistes ont propagé la peur dans toutes les régions de la planète. Des régimes voyous appuient la terreur et menacent également d'autres nations et leur propre population avec les armes les plus destructrices que connaisse l'humanité. L'autorité, les pouvoirs autoritaires essaient de détruire les valeurs, les systèmes, les alliances qui ont permis d'éviter les conflits et qui ont permis de faire avancer le monde vers la paix depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ces principes qui nous ont permis de basculer vers la paix. Les trafics de drogue, la traite de personnes, les migrations forcées menacent nos frontières et de nouvelles sortes d'agressions exploitent la technologie pour faire mal à nos citoyens. Finalement, nous nous réunissons ici à une époque marquée par d'énormes promesses, mais également d'énormes périls. Il nous appartient de voir si nous allons permettre au monde d'avancer ou, au contraire, de reculer.
c'est à nous de décider. Nous pouvons extirper de la pauvreté des millions d'individus. Nous pouvons aider nos populations à réaliser leurs rêves. Nous pouvons veiller à ce que les nouvelles générations d'enfants vivent à l'abri de la violence, de la haine et de la peur. Les Nations unies ont été créées à la suite de 2 guerres mondiales afin d'essayer de façonner un avenir meilleur. C'est une organisation qui a été créée en partant du principe que les diverses nations du monde pouvaient coopérer pour se protéger, pour préserver la sécurité et pour promouvoir la prospérité. Et c'est dans ce même esprit qu'il y a 70 ans exactement que les États-Unis ont lancé le plan Marshall pour essayer de reconstruire l'Europe. Ces 3 piliers remarquables sont les piliers de la paix, de la souveraineté, de la sécurité et la prospérité. Le plan Marshall a été lancé en se fondant sur l'idée selon laquelle le monde est plus sûr si les nations sont fortes, indépendantes et libres. Ainsi que le président Truman l'a dit lors de son intervention devant le Congrès à l'époque, le soutien que nous apportons au relèvement de l'Europe correspond entièrement au soutien que nous apportons aux Nations unies. Le succès des Nations unies dépend de la force indépendante de chaque membre. Afin d'enrayer les périls de l'heure actuelle, afin de profiter des promesses de l'avenir, nous devons nous fonder sur la sagesse du passé. Notre succès dépend d'une coalition de nations fortes et indépendantes qui chérissent leur souveraineté pour promouvoir la sécurité, la prospérité et la paix pour elles-mêmes et pour le monde entier. Nous ne nous attendons pas à ce que les différents pays partagent les mêmes cultures, les mêmes traditions, voire même les mêmes systèmes de gouvernement, mais nous nous attendons à ce que toutes les nations respectent ces 2 devoirs fondamentaux, qu'elles respectent l'intérêt de leur propre peuple et les droits de toute autre nation souveraine. C'est là le dessein merveilleux de cette institution, et c'est là la base de la coopération et du succès. Des nations souveraines, fortes, avec des pays différents, des valeurs différentes, des traditions différentes et des rêves différents. Des nations qui ne font pas que coexister, mais qui se respectent et qui travaillent côte à côte. Des nations fortes et souveraines qui permettent à leur population de s'approprier leur avenir, de dessiner leur destin. Des nations fortes et souveraines qui permettent à l'individu de grandir en menant la vie prévue par Dieu. Aux États-Unis, nous n'essayons pas d'imposer notre façon de vivre à qui que ce soit. Nous voulons plutôt briller par l'exemple au regard de tous. Et cette semaine, notre pays a une raison toute particulière de s'enorgueillir de cet exemple. Nous sommes en train de fêter le 230e anniversaire de notre Constitution bien-aimée, la plus vieille Constitution encore utilisée dans le monde d'aujourd'hui. C'est un document historique intemporel qui a été le fondement de la paix, de la prospérité, de la liberté pour notre pays, et des millions de personnes de par le monde se sont inspirées de la Constitution et du respect de la nature humaine, de la dignité humaine et de l'état de droit consacré dans notre Constitution. La grande valeur de la Constitution des États-Unis repose sur ces 3 premiers mots. Nous, les gens, et des nations, des milliers d'individus ont voulu honorer cette promesse. Les Américains ont voulu honorer la promesse ainsi faite dans la Constitution. Aux États-Unis, c'est le peuple qui gouverne, c'est le peuple qui régit, c'est le peuple qui est souverain. J'ai été élu non pas pour prendre le pouvoir, mais pour donner le pouvoir au peuple américain, puisque c'est lui qui doit avoir ce pouvoir. Dans le cas des affaires étrangères, nous renouvelons ce principe souverain, ce principe directeur de souveraineté. Nous sommes redevables à notre peuple, à nos citoyens, pour répondre aux besoins de nos citoyens, garantir leur sécurité, défendre leurs droits et leurs valeurs. En tant que président des États-Unis, je
donnerai toujours la priorité à l'Amérique. Tout comme vous, en tant que dirigeant de vos pays, vous allez toujours et vous devez toujours placer votre pays en premier. Tous les dirigeants responsables ont pour obligation de servir les propres citoyens et l'État-nation reste le meilleur vecteur pour élever la condition humaine. Toutefois, afin de permettre à notre population de mieux vivre, nous devons également travailler ensemble, coopérer en harmonie pour créer un avenir meilleur pour tous nos peuples. Les États-Unis seront toujours un grand ami du monde et en particulier un grand ami de nos alliés. Mais nous ne pouvons pas accepter des accords déséquilibrés qui ne donnent rien aux États-Unis. Tant que je serai président, je défendrai les intérêts des États-Unis par rapport à tous les autres intérêts. Mais nous comprenons bien également qu'il est dans l'intérêt de tous de chercher un avenir dans lequel toutes les nations peuvent être souveraines, prospères et sûres. L'Amérique ne se contente pas simplement de parler des valeurs figurant dans la Charte des Nations Unies. Nos citoyens ont consenti le sacrifice ultime pour défendre notre liberté, la liberté de nombre de nations représentées ici, dans cette auguste salle. Le dévouement de l'Amérique est visible sur les champs de bataille où des hommes et des femmes ont lutté et ont fait le sacrifice ultime. Des plages d'Europe au Moyen-Orient et ailleurs, nous voyons bien que même après que nos alliés et nous-mêmes avons pu sortir victorieux de la guerre la plus sanglante de l'histoire, nous n'avons pas essayé d'imposer notre façon de vivre. C'est à notre crédit. Au lieu de cela, nous avons contribué à construire des institutions telles que celle-ci afin de défendre la souveraineté, la sécurité et la prospérité de tous. Pour les diverses nations du monde, c'est là notre espoir. Nous voulons l'harmonie et l'amitié, et non pas les conflits et les dissensions. Nous sommes guidés par des résultats, non pas par une idéologie. Nous avons une politique de réalisme assortie de principes enracinés sur des objectifs communs, des valeurs communes. Et c'est ce que nous gardons à l'esprit. C'est une question que nous ne pouvons pas éviter. Nous allons éviter de nous reposer sur nos lauriers. Nous savons bien quelles sont les difficultés à surmonter, les guerres à affronter. Est-ce que nous allons nous en tenir là ou est-ce que nous allons avoir la force et la fierté nécessaires pour que nos citoyens connaissent la paix et la prospérité demain? Si nous voulons aider nos citoyens, si nous voulons laisser notre marque dans l'histoire, inspirer nos populations, nous devons assumer nos devoirs et répondre aux espérances de notre population. Nous devons protéger l'intérêt de nos populations et leur avenir. Nous devons rejeter toute attaque à la souveraineté de l'Ukraine, à la mer de Chine du Sud. Nous devons respecter et faire respecter le droit, les frontières et les cultures et l'engagement pacifique que cela permet. Et de la même façon que les fondateurs des Nations Unies, nous devons œuvrer de concert et nous devons affronter de concert ceux qui veulent semer la discorde et la terreur. Un petit groupe de régimes voyous aujourd'hui viole tous les principes sur lesquels sont fondées les Nations Unies. Ils ne respectent ni leurs propres citoyens ni les droits souverains de leur pays. Si les nombreuses nations vertueuses ne s'attaquent pas aux rares États voyous, nous n'avancerons pas.
Les forces de la destruction ne risquent que de grandir et de devenir de plus en plus fortes si nous n'agissons pas. Nous devons tenir compte du bien-être de nos populations, faute de quoi nous aurons des problèmes. Je pense au régime dépravé de Corée du Nord. Il est responsable de la famine et de la mort de millions d'habitants de la Corée du Nord. Il est responsable de la torture, de l'oppression de millions de personnes. Nous attaquerons toujours aux violations des droits de l'homme. Un étudiant américain innocent est rentré aux États-Unis après avoir été torturé et il est mort quelques jours plus tard. Nous avons vu également qu'il y a eu l'assassinat de frères de dictateurs en utilisant des agents neurotoxiques dans un aéroport international. Nous savons qu'une fillette de 13 ans a été kidnappée sur une plage dans son propre pays pour devenir une esclave et pour être utilisée par des espions. Comme si cela ne suffisait pas, maintenant la poursuite effrénée d'armes nucléaires et de missiles par la Corée du Nord risque de menacer des vies. Il est vraiment scandaleux de voir que certaines nations font commerce avec ce régime, mais l'aident également à acquérir des armes qui mettent en péril le monde. Aucune nation sur Terre n'a intérêt à ce que cette bande de criminels acquiert des missiles et l'arme nucléaire. Les États-Unis sont très forts et très patients, mais si nous sommes obligés de nous défendre, de défendre nos alliés, nous n'aurons pas d'autre solution que de détruire complètement la Corée du Nord. L'homme fusée est lancé dans une mission suicidaire pour lui-même et pour son régime. Les États-Unis sont prêts, sont disposés, sont capables, mais nous espérons que cela ne sera pas nécessaire. Et c'est pour cela que les Nations unies sont là. Voyons ce que pourront faire les Nations unies. L'heure est venue pour la Corée du Nord de bien comprendre que la dénucléarisation constitue son seul avenir acceptable. Le Conseil de sécurité des Nations unies a récemment adopté des résolutions à l'unanimité, des résolutions robustes à l'encontre de la Corée du Nord. Et je voudrais remercier la Chine et la Russie d'avoir voté pour ces résolutions imposant des sanctions. Et je remercie également tous les autres membres du Conseil de sécurité. Merci à tous ceux qui ont participé à cet effort. Toutefois, nous devons en faire beaucoup plus. L'heure est venue pour toutes les nations d'œuvrer de concert, d'isoler le régime de Kim jusqu'à ce qu'il cesse d'afficher cette attitude hostile. Nous devons prendre des décisions non seulement pour la Corée du Nord. L'heure est vraiment venue pour les nations du monde d'affronter un autre régime imprudent qui parle très clairement de destruction d'Israël, qui dit mort à l'Amérique, qui parle de destruction et qui risque de mettre à mal de très nombreuses nations du monde. Le gouvernement iranien cache une dictature sous les faux atours de la démocratie. Il a transformé un pays riche, un pays à la culture, à l'histoire riche, à un État, l'économie exsangue, un État qui exporte la violence, le bain de sang et le chaos et le chaos. Les vraies victimes du régime iranien, ce sont les Iraniens eux-mêmes. Plutôt que d'essayer d'utiliser les ressources pour améliorer la vie des Iraniens, le régime utilise les recettes du pétrole pour financer Hezbollah et ceci met à mal les voisins arabes et israéliens pacifiques. Et par ailleurs, je voudrais également évoquer Bachar el-Assad et sa dictature. Je voudrais également parler de la guerre civile au Yémen.
tous ces éléments mettent à mal la stabilité du Moyen-Orient. Nous ne pouvons pas laisser un régime meurtrier poursuivre ses activités déstabilisatrices tout en construisant des missiles dangereux. Et nous ne pouvons pas respecter l'accord s'il permet de dissimuler la construction éventuelle d'un programme nucléaire. L'accord sur l'Iran était une des transactions les pires et les plus partiales de l'histoire pour les États-Unis d'Amérique. Franchement, cet accord constitue un embarras pour les États-Unis et je crois que nous n'avons pas fini d'en entendre parler, croyez-moi. L'heure est venue pour le monde entier de s'unir à nous pour exiger du gouvernement iranien qu'il cesse de semer la mort et la destruction. Il est temps de faire comprendre que le régime doit libérer les personnes arrêtées injustement et surtout le gouvernement iranien doit cesser de promouvoir le terrorisme. Il doit sauvegarder sa population et les droits des pays voisins. Nous comprenons bien que le bon peuple iranien veut le changement et nous savons très bien que plus que la force militaire considérable des États-Unis, ce que le régime iranien craint le plus, c'est son peuple. On ne peut pas tirer sur des manifestants armés. On ne peut pas emprisonner des militants. Les régimes qui misent sur l'oppression ne sont pas éternels. À un moment donné, ils vont se retrouver face à un tournant. Est-ce qu'ils vont continuer sur la voie du bain de sang et de la terreur ou bien est-ce que le peuple iranien va retrouver les fières racines de son histoire? C'était un berceau de la civilisation. Est-ce que ce sera à nouveau un pays où les gens peuvent vivre heureux? Le régime iranien appuie la terreur et ceci contraste avec l'engagement récent de nombre de ses voisins pour lutter contre le terrorisme et tarir ses sources de financement. En Arabie saoudite, l'an dernier, j'ai été très honorée de m'adresser aux dirigeants de plus de 50 pays arabes et musulmans. Nous sommes convenus que toute nation responsable doit conjuguer ses efforts avec celles des autres nations pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Nous allons mettre un terme au terrorisme islamique radical parce que nous ne pouvons pas le laisser déchirer nos nations et de fait déchirer le monde entier. Nous devons empêcher les terroristes d'avoir un sanctuaire, d'avoir des ressources. Nous devons éviter qu'ils aient tout soutien pour semer leur idéologie sordide. Nous devons les chasser de nos pays. L'heure est venue de faire en sorte que les pays qui sont les suppôts du terrorisme, qui financent des groupes tels que Al-Qaïda, le Hezbollah, les talibans et autres, et des comptes à rendre. Les États-Unis et leurs alliés œuvrent de concert dans tout le Moyen-Orient afin d'écraser les terroristes, ces perdants, et nous nous attachons à éviter qu'apparaissent des sanctuaires qui sont utilisés pour ensuite lancer des attaques sur nos populations. Le mois dernier, j'ai annoncé une nouvelle stratégie de victoire pour réduire à néant ce mal en Afghanistan. À partir de maintenant, nos intérêts sécuritaires dicteront la longueur et l'ampleur de nos opérations militaires. Ce ne seront pas des critères et des calendriers arbitraires établis par des politiques qui dicteront notre stratégie. J'ai également modifié les règles d'engagement dans le cadre de notre lutte contre les talibans et autres groupes terroristes. En Syrie et en Irak, nous avons bien avancé pour mettre en échec le IEL durablement. En réalité, notre pays, ces 8 derniers mois, a connu davantage de victoires contre le IEL que durant
ces dernières années, durant de nombreuses années même, nous sommes face à une désescalade du conflit syrien et une solution politique qui honore la volonté du peuple syrien est à poursuivre. Le régime de Bachar al-Assad est criminel. Il a recouru à des armes chimiques contre sa propre population, même contre des enfants, et cela choque la conscience de chaque individu décent. Aucune société ne peut être sûre si des armes chimiques interdites peuvent se propager. Et si on l'autorise, c'est la raison pour laquelle les États-Unis ont procédé à une frappe de missiles sur la base aérienne depuis laquelle l'attaque a été lancée. Nous nous félicitons des efforts déployés par les institutions spécialisées des Nations Unies qui apportent une assistance humanitaire vitale dans les zones libérées, des zones qui avaient été conquises par le IEL. Et nous remercions la Jordanie, la Turquie et le Liban qui accueillent les réfugiés qui fuient le conflit syrien. Les États-Unis sont un pays empreint de compassion. Nous avons dépensé des millions et des millions de dollars pour contribuer à cet effort. Nous nous employons à faciliter la réinstallation des réfugiés pour aider toutes ces personnes qui ont été horriblement traitées, pour que ces personnes puissent à terme rentrer chez elles et puissent participer à la reconstruction. Avec la somme que nous dépensons pour installer un réfugié aux États-Unis, nous pouvons aider 10 réfugiés dans son pays. Nous aidons donc les pays de la région. Nous appuyons l'accord récent des pays du G20 qui vont essayer d'accueillir les réfugiés aussi près possible que leur pays d'origine. C'est là une démarche humanitaire responsable. Depuis des décennies, les États-Unis ont été confrontés au défi de la migration et en Occident, nous avons appris qu'à long terme, les migrations non contrôlées sont injustes à la fois pour les pays d'origine que pour les pays d'accueil. Pour le pays d'origine, cela rend difficile la recherche de réformes économiques et politiques nécessaires. Et par ailleurs, les migrations entraînent la fuite du capital humain nécessaire pour mener à bien les réformes. Quant au pays d'accueil, il est face à un coût, le coût de la migration, qui est assumé essentiellement par des citoyens à faible revenu dont les préoccupations sont souvent ignorées à dessein par les médias et les gouvernements. Je voudrais saluer le rôle des Nations Unies qui essaient de s'attaquer aux problèmes qui conduisent les migrants sur les routes. Les Nations Unies et l'Union africaine ont mené des opérations de maintien de paix qui ont eu une contribution considérable pour stabiliser les conflits en Afrique. Les États-Unis continuent d'être sur le devant de la scène en matière d'assistance humanitaire, y compris dans le cas des secours et de la prévention de la famine au Soudan du Sud, en Somalie, au Yémen et dans le nord du Nigeria. Nous avons investi pour offrir une meilleure santé aux populations du monde avec différents programmes tels que PEPFAR qui a permis d'aider les personnes atteintes du sida. Nous avons également eu l'initiative contre le paludisme. Nous avons aussi lancé une initiative pour mettre un terme à l'esclavage moderne. Nous avons des initiatives pour les femmes entrepreneurs. Tout ceci témoigne bien de notre engagement pour autonomiser les femmes partout dans le monde. Nous remercions également le secrétaire général qui a reconnu que les Nations Unies doivent se réformer si elles souhaitent être un partenaire efficace pour enrayer la menace qui pèse sur la prospérité, la souveraineté. Très souvent, les Nations Unies n'ont pas mis l'accent sur les résultats, mais plutôt sur la bureaucratie et les processus. Dans certains cas, les États qui cherchent à compromettre les nobles objectifs de cette institution ont
pris en otage un système qui essaie au contraire de les aider. Par exemple, c'est une cause d'embarras considérable pour les Nations Unies que de voir que des gouvernements qui violent ostensiblement les droits de l'homme siègent au Conseil des droits de l'homme. Les Nations Unies, ou plutôt les États-Unis, sont un des 193 membres des Nations Unies et toutefois nous payons 22%, voire plus, du budget des Nations Unies. En réalité, nous payons beaucoup plus que ce que vous pouvez penser. Les États-Unis assument un fardeau financier injuste, mais en toute justice, si cela pouvait vraiment permettre d'atteindre tous les objectifs escomptés, en particulier l'objectif de la paix, cet investissement en vaudrait vraiment la peine. De nombreuses régions du monde sont ravagées par les conflits, certaines s'acheminent même vers l'enfer, mais sous l'égide des Nations Unies, les dirigeants du monde peuvent régler nombre de ces problèmes fort complexes. Et nous espérons que très bientôt les Nations Unies pourront être un partisan beaucoup plus efficace à même de protéger la dignité humaine et les libertés de par le monde. Et dans le même temps, nous estimons qu'aucune nation ne devrait devoir assumer une part disproportionnée du fardeau militaire ou financier. Les nations du monde doivent jouer un rôle accru dans le cadre de la promotion de sociétés sûres et prospères dans leur propre région. C'est la raison pour laquelle, en Occident, les États-Unis se sont opposés au régime corrompu et déstabilisateur de Cuba. Nous avons insisté pour que le peuple cubain puisse vivre dans la liberté. Mon gouvernement a récemment annoncé que nous n'allions pas lever les sanctions contre le gouvernement cubain tant qu'il n'aura pas fait des réformes fondamentales. Nous avons également imposé des sanctions sévères et calibrées contre le régime socialiste du président Maduro au Venezuela, régime qui a mené une nation autrefois prospère au bord du précipice. La dictature socialiste de Nicolás Maduro a infligé des souffrances indicibles sur le bon peuple du Venezuela. Ce régime corrompu a détruit une nation prospère en imposant une idéologie qui a semé la misère et la pauvreté partout. Et pour empirer les choses, Maduro a dû lutter contre son propre peuple en volant le pouvoir des représentants du peuple pour s'agripper à son pouvoir désastreux. Les Vénézuéliens ont faim, le pays s'effondre. Les institutions démocratiques sont en train d'être détruites. Cette situation est complètement inacceptable et nous ne pouvons pas croiser les bras et regarder. En tant qu'amis et voisins responsables, les États-Unis et tous les autres avons un objectif, et cet objectif est d'aider le peuple vénézuélien à retrouver la liberté, à retrouver son pays, à rétablir la démocratie. Je voudrais remercier les dirigeants ici présents d'avoir condamné le régime et d'avoir apporté un soutien crucial au peuple vénézuélien. Les États-Unis ont pris des mesures importantes pour que le régime rende des comptes. Nous sommes prêts à prendre des mesures supplémentaires si le gouvernement vénézuélien continue d'avancer sur la voie d'un régime autoritaire. Nous avons la chance d'avoir des relations commerciales prospères et solides avec nombre de pays d'Amérique latine ici présents. Ces liens économiques solides constituent un socle pour promouvoir la paix, la prospérité pour tous nos peuples et pour tous nos voisins. Je demande à tous les pays représentés ici aujourd'hui d'être prêts à en faire davantage afin de faire face à cette crise ô combien réelle. Nous demandons le rétablissement complet de la démocratie et des libertés, de la liberté politique au Venezuela. Le problème au Venezuela n'est pas
que le socialisme a été mal mis en œuvre, mais que le socialisme a été mis en œuvre fidèlement. De l'Union soviétique à Cuba, en passant par le Venezuela, à chaque fois que le vrai socialisme ou le vrai communisme a été adapté, il n'a semé que l'angoisse, la dévastation et l'échec. Ceux qui prônent cette idéologie discréditée ne font que contribuer à la souffrance des populations qui vivent avec ces systèmes cruels. Les États-Unis sont aux côtés de tous ceux qui vivent sous un régime brutal. Notre respect de la souveraineté est également un appel à l'action. Chacun mérite un gouvernement protégeant la sécurité, les intérêts personnels, le bien-être, y compris la prospérité. Aux États-Unis, nous essayons de resserrer les liens commerciaux et économiques avec toutes les nations de bonne volonté. Mais ces échanges commerciaux doivent être justes et ils doivent être réciproques. Pendant trop longtemps, le peuple américain s'est entendu dire que les accords commerciaux colossaux, que des tribunaux internationaux non responsables et qu'une bureaucratie de taille constituaient la meilleure solution pour promouvoir le succès de ces systèmes. Mais ces promesses ont été réduites à néant, des millions d'emplois ont disparu et des millions d'entreprises ont fermé la porte. Nombreux sont ceux qui ont enfreint les règles et notre formidable classe moyenne, qui était autrefois la toile de fond de la prospérité américaine, a été oubliée. Elle a été laissée pour compte, mais elle n'est plus oubliée et elle ne sera plus jamais oubliée. L'Amérique poursuivra sur la voie de la coopération et du commerce avec les autres pays, mais nous renouvelons notre attachement au premier devoir de tout gouvernement, c'est-à-dire notre devoir vis-à-vis de nos citoyens. C'est là la source de la force de l'Amérique et de tout pays responsable représenté ici. Si cette organisation veut relever le défi auquel nous sommes confrontés, il faudra, comme l'a dit le président Truman il y a 70 ans, que l'on tienne compte de la force indépendante de chaque membre. Cela dépendra de cette force, de la force de chaque membre. Et si nous œuvrons de concert, il n'y aura rien qui pourra remplacer une nation solide, forte, souveraine, indépendante. Des nations qui sont ancrées dans l'histoire et investies dans leur destinée. Des pays qui cherchent des alliés pour se faire des amis et non pas des ennemis. Et surtout, et c'est encore plus important, des pays qui accueillent des patriotes, des hommes et des femmes qui sont prêts à consentir le sacrifice pour leur pays, pour leurs concitoyens et pour promouvoir tout ce qu'il y a de meilleur dans l'esprit humain. En nous rappelant de la victoire qui a entraîné la fondation de cette organisation, nous ne devons pas oublier tous ceux qui ont lutté contre le mal, tous ceux qui ont lutté contre le mal, lutté pour les nations qu'ils aimaient. C'est le patriotisme qui a amené les Polonais à lutter pour sauver la Pologne, qui a amené les Français à sauver la France, les Britanniques à lutter pour leur pays. Aujourd'hui, nous ne devons pas oublier nos nations. Si nous ne construisons pas des familles solides, des sociétés sûres, si nous ne le faisons pas nous-mêmes, personne ne pourra le faire pour nous. Nous ne pouvons pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Nous ne pouvons pas attendre qu'un pays lointain ou des bureaucraties lointaines le fassent à notre place. Non, nous devons régler nos propres problèmes pour établir notre prospérité, pour assurer notre avenir, un avenir dans lequel nous arriverons à agir.
Beaucoup sont ceux qui espèrent un avenir meilleur pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Et la question qui se pose est de savoir si nous sommes tous des patriotes. Est-ce que nous aimons suffisamment notre pays pour protéger notre souveraineté, pour nous approprier cet avenir? Est-ce que nous vénérons suffisamment notre peuple pour préserver ses intérêts, préserver sa culture et assurer un monde en paix pour nos citoyens? Un des patriotes américains les plus connus, John Adams, a écrit que la révolution américaine a eu lieu avant le début de la guerre. La révolution existait déjà dans le cœur et dans les esprits du peuple. C'est à ce moment-là que l'Amérique s'est réveillée, lorsque les habitants de notre pays ont compris qu'ils constituaient une nation. Ils ont compris qui ils étaient, ils ont compris quelles étaient leurs valeurs et ce qu'ils étaient prêts à donner, y compris leur vie pour se défendre. Et dès le départ, donc, l'histoire américaine est l'histoire du possible. C'est l'histoire qui montre ce qu'il est possible de faire lorsque l'individu prend en main les rênes de son avenir. L'Amérique a été une force du bien dans l'histoire du monde. Nous avons été les plus grands défenseurs de la souveraineté, de la sécurité et de la prospérité pour tous. Aujourd'hui, nous demandons un grand réveil des nations. Nous demandons à ce que l'esprit, le peuple, la fierté, le patriotisme se réveillent. L'histoire nous demande si nous sommes à la hauteur de la tâche et pour répondre, nous allons devoir faire montre une nouvelle fois de bonne volonté. Nous allons devoir raviver l'espoir et montrer une nouvelle fois notre détermination. Nous devons réduire en échec les ennemis de l'humanité. Nous devons débloquer le potentiel offert par la vie elle-même. Nous espérons que le monde sera un monde de nations fières et indépendantes qui assument leurs devoirs, qui recherchent l'amitié, qui respectent autrui et qui font cause commune dans l'intérêt suprême de tous, un intérêt partagé. Des nations qui recherchent la paix pour les peuples de cette merveilleuse planète. Voilà le véritable projet fédérateur des États-Unis. C'est le souhait de nos populations et c'est le désir profond de chaque âme sacrée. Que ce soit donc notre mission, que ce soit là le message que nous transmettons au monde. Nous allons lutter de concert, nous allons nous sacrifier de concert et nous allons être côte à côte au service de la paix, de la liberté, de la justice, des familles, de l'humanité et de Dieu Tout-Puissant qui nous a tous créés. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les nations du monde et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Je vous remercie. On behalf of the General Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier son Excellence Monsieur Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, de l'allocution qu'il vient de prononcer. Je demande aux représentants de bien vouloir rester assis pendant que nous prenons congé du président, après quoi nous suspendrons les travaux pour 5 minutes avant de reprendre et d'entendre l'orateur suivant inscrit sur la liste.